Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet entretien dédié à la facturation électronique et plus particulièrement le projet 2023. Je suis en compagnie de Vincent Tardieu-Mouty. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Pour cet entretien, nous allons donc survoler ensemble plusieurs questions autour de ce projet de loi. Je profite de cette introduction pour saluer Dinan Carrasco qui a écrit un article sur le sujet que vous retrouverez sur le blog internet matéformation.fr. Alors Vincent, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement avant de commencer cet entretien. Oui, merci Nicolas. Donc Vincent Tardieu-Mouty, aujourd'hui formateur conseil et j'ai eu une longue expérience avant d'arriver depuis 4-5 ans sur ce métier-là de crédit manager en entreprise dans un grand groupe industriel international où j'ai participé à la mise en place de tous les sujets d'outils de gestion et de facturation de l'entreprise, ce qui m'a permis de prendre en compte toutes les évolutions dont on va parler là, puisqu'on est à l'aboutissement des évolutions des sujets de facture aujourd'hui. Très bien. Bah, écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs questions qui se posent sur ce projet de loi dont on parle beaucoup d'ailleurs, parce que c'est une vraie révolution malgré tout, hein, de se dire que le 100% facturation électronique va bientôt arriver dans chacune des entreprises. Alors, parmi ces questions, que l'on peut se poser, comment ça va se passer? Comment va-t-on procéder? Quand est-ce que cela devrait se mettre en place? Qui est concerné? Écoutez, Vincent, je vous laisse répondre déjà dans un premier temps à toutes ces questions. Merci Nicolas. Alors, on va déjà commencer par le quoi en fait, hein, puisque c'est souvent le sujet de base. On se rend compte que ce mot de facture électronique, facture digitale, on est sur le bout en fait de la digitalisation des factures après avoir largement travaillé sur cette thématique dans les sujets personnels. On a tous des smartphones, on a tous des outils de dialogue collaboratif. Entre nous, ça a touché le monde de l'entreprise de façon majeure. Les commandes, elles arrivent maintenant de façon dématérialisée et ça paraît naturel. Sauf que pour les factures, compte tenu des particularités réglementaires de ce document, à la fois fiscales, comptables, juridiques, eh bien, on n'arrivait pas à la digitaliser véritablement, sauf pour une partie des sociétés avec des schémas de type EDI. Donc là, on va arriver à la fin de ces évolutions sur une facture qui sera d'essence digitale, qui naîtra de façon digitale et qui sera envoyée, transmise et reçue de façon digitale. Donc ça, c'est un grand horizon parce que ça a déjà été fait sur la partie des marchés publics, en fait, avec la solution Chorus Pro. Il nous reste à le faire sur le marché français. Il restera en fait un tout petit bout derrière Je me qui permets de rebondir, concerne Vincent, vous parlez de Chorus l'international. Pro. Chorus Pro, pour rappel, c'est le portail sur lequel on peut dématérialiser les factures. C'est ça quand il s'agit de la sphère publique. Alors oui, absolument, absolument. Effectivement, c'est bien de préciser les initiales des outils qu'on utilise certains d'entre nous. Donc Chorus Pro, c'est une plateforme nationale française pour les échanges, enfin les envois des factures à destination de la sphère publique. D'accord, très bien. Écoutez, merci Alors, pour cet éclairage. On peut peut-être passer du coup aux questions suivantes. Alors, il y a effectivement le sujet du qui est concerné. Eh bien, qui est concerné, c'est toutes les entreprises. Autant sur la première étape qui concernait les administrations publiques, ben, quand vous n'en aviez pas, vous étiez hors sujet. Là, maintenant, c'est la totalité des factures françaises, Ouais. qu'elles soient reçues ou envoyées. Et donc, ça touche toutes les entreprises françaises qui travaillent avec d'autres entreprises françaises en TVA française. Donc, on sent que 100% des entreprises vont être concernées, ce qui représente une dizaine de millions d'entreprises en France. D'accord. Ouais, donc effectivement, ça veut donc dire que dans 2 ans, potentiellement, toutes les entreprises devront utiliser ce schéma pour envoyer les factures. Donc, Absolument. la facture papier, c'est terminé. La Je facture résume. papier, ça sera terminé. On aura D'accord. besoin de transiter, non plus avec des systèmes mixtes, mais on aura quelques milliards de factures par an, puisque c'est à peu près la volumétrie des factures qui changent en France.
qui seront totalement digitales D'accord. pour le bien-être de l'environnement. C'est assez à la mode et quelque part, ça va être une solution. Très bien. Oui, donc c'est une vraie, on peut presque parler quand même d'évolution, voire de révolution quand même sur ce point de vue, hein. C'est quand même important. Alors, Euh, c'est ouais. la dernière étape de cette révolution, effectivement, de la numérisation de nos échanges de factures. Alors, deux questions finalement qui vont nous permettre peut-être déjà de contextualiser où nous en sommes finalement, puisqu'il y a quand même effectivement, puisqu'on parle d'évolution, pas mal d'étapes qui ont déjà été réalisées. Donc, si on peut peut-être faire un point par rapport à cela. Alors oui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Puisque heureusement, on ne se jette pas dans ce beau projet, mais quand même qui est un projet un peu compliqué sans avoir déjà franchi toute une série d'étapes. La première, ça a été de se dire, il y a maintenant presque une quarantaine d'années, eh bien, le papier, c'est un outil qui était efficace, qu'on a utilisé très longtemps, mais on a du temps, on a l'impossibilité de modifier facilement des préimprimés, etc. Et donc, on est passé sur d'autres schémas. Alors, les premiers qui s'y sont intéressés, ce sont les grands facturiers français. EDF, par exemple, a très rapidement ouvert ce sujet parce que quand on envoie des millions de factures, eh bien, on essaye de trouver des réponses optimisées. Et donc, ils sont entrés sur l'EDI. L'EDI qui, au début, n'était pas accepté. L'envoi de documents factures en EDI, ce n'était pas accepté. Ça a finalement été accepté. Puis, on a continué avec les factures certifiées. Ça touchait certains marchés spécifiques. Puis, ça a été accepté par le fisc. La dernière étape de ces grands mouvements, c'était 2013. 2013, eh bien, liberté complète d'envoyer les factures par le moyen adapté à son entreprise, à son contrat, à son échange avec son client ou dans le sens inverse avec son fournisseur. Donc là, liberté complète, ça veut dire on peut envoyer les factures en PDF, on peut les envoyer déposer sur un portail, on peut les envoyer comme on veut, sous réserve évidemment de documenter son processus sous la forme de la piste d'audit fiable qui a été un enjeu et qui peut l'être encore pour un certain nombre d'entreprises. D'accord. On y reviendra peut-être sur la piste d'audit fiable parce que ça reste aujourd'hui quand même le document malgré tout à mettre à l'appui de l'administration fiscale lors d'un contrôle pour les process de facturation. C'est bien ça, j'ai bien résumé. Oui, c'est ça. C'est le document qui va justifier de la validité de sa facture dans le cas d'un contrôle fiscal. C'est vraiment le point sur la donnée fiscale de la facture, comment la rendre valable, piste d'audit fiable, sauf les schémas EDI certifiés qui sont minoritaires. Et qui vient compléter quelques formes de facturation, que ce soit papier ou éventuellement, je dis n'importe quoi, PDF, pourquoi pas. Tout ce qui n'est pas EDI et certifié doit être couvert par une piste d'audit fiable. Donc le papier en fait partie, ça couvre beaucoup. Et puis les autres schémas de TIFF, PDF dans un mail, dépôt sur un portail, tous ces, tous ces, tous ces moyens de transmettre le document doivent être précisés dans une piste à rédiger. Et D'accord. donc, la facture 2023 fait aussi partie de ce processus-là si elle est envoyée sur un schéma autre que l'EDI. Très bien. Alors, on va maintenant pouvoir aborder le sujet 2023 avec donc la DGFiP qui a proposé déjà, qui a émis deux schémas, un schéma dit en V, un autre en Y. Donc finalement, trois questions se posent. Pourquoi ce schéma? Quelle différence et quel point commun entre chacun d'entre eux? Alors oui, dans ce rapport fondateur de l'objectif 2023, qui est un rapport de la Direction générale des finances publiques de 2020, d'octobre 2020, il présente deux façons de déplacer les factures entre le client et le fournisseur, avec des éléments communs très très importants. On parle de deux schémas, mais en réalité, il y a déjà plein de choses qui sont communes. La première, c'est qu'il va falloir définir comment on discute entre nous, comment on s'adresse les documents. Donc, quelle est notre adresse? Donc ça, c'est dans un annuaire central qui sera géré sur une plateforme publique centrale. Il y aura aussi le besoin que toutes les factures arrivent au fisc. Donc, de toute façon, elles seront toujours en destination du fisc, en copie en fait.
Et puis, l'ensemble de ces factures seront a priori complétées, c'est-à-dire qu'il faudra rajouter un petit peu d'informations pour que l'ensemble des acteurs qui vont utiliser le document aient tout ce qu'il leur faut. Par contre, là où il y a quelques différences entre ces deux schémas, c'est l'intervention des plateformes privées, donc des prestataires de transmission des factures. En Je me France, permets du coup, Vincent, d'afficher les deux schémas pour peut-être justement bien visualiser la différence entre les deux schémas. alors oui, effectivement, merci Nicolas de les avoir, de bien nous les présenter parce qu'ils vont permettre de comprendre comment les échanges de documents se font et quels sont les différents acteurs. Donc, les entreprises, ce sont les quatre carrés qui sont situés à gauche, en haut et à droite du schéma. C'est nous utilisateurs, on veut envoyer une facture ou on veut recevoir une facture. Eh bien, on voit qu'il y a un nœud central qui s'appelle plateforme publique centralisatrice. C'est un peu l'équivalent de Chorus Pro dans le monde des échanges de factures avec la sphère publique. Eh bien, cette plateforme, elle est tout le temps au milieu. Sauf que dans certains cas, il est possible qu'elle soit uniquement destinataire et que les plateformes privées, gérées par des prestataires, qui vont être l'essentiel des gestionnaires de flux de factures demain, eh bien, ils puissent échanger les factures entre eux. Donc ça, c'est le cas du schéma en Y. En fait, la plateforme centralisatrice sera non pas récepteur et émetteur des documents, dans ce cas-là, elle sera récepteur du document et les deux plateformes privées, des prestataires que vous aurez choisis, pourront se transférer les factures entre elles. Alors, c'est une demande forte des prestataires parce qu'ils sont déjà dans ce rôle-là aujourd'hui, donc ils voudraient conserver ce rôle-là. Ce n'est pas ce qui avait été choisi en Italie, par exemple, où on était sur une centralisation complète, donc le schéma en V, où toutes les factures passent sur la plateforme centrale et on va chercher toutes les factures lorsqu'on est fournisseur sur cette plateforme centrale. Donc, c'est un peu un jeu de confiance. C'est que la centralisation, c'est quand on a un doute de ne pas tout recevoir. Donc, on exige que tout passe par nous-mêmes. Donc, si l'État a un doute, il fait ça. Dans le cadre de la France, on sent que c'est plutôt le schéma en Y qui est privilégié parce qu'il y a une confiance suffisante entre les entreprises du numérique et l'État central via le ministère des Finances. D'accord. Peut-être quelques points de précision par rapport à cela. Quand on parle de plateforme publique centralisatrice, est-ce qu'on peut faire référence justement peut-être à Chorus Pro? Il s'agit en fait d'un portail de ce type-là, c'est-à-dire vraiment un portail sur lequel on peut centraliser l'ensemble des informations des utilisateurs et le dépôt des factures, c'est bien ça? C'est absolument ça. La comparaison est la meilleure pour identifier. Alors, tous ceux qui utilisent Chorus Pro voient comment ça fonctionne. C'est qu'on dépose ces factures sur cette plateforme. On s'assure que la facture soit bien comprise par la plateforme. Et puis, elle part dans un schéma à destination de la sphère publique. En fait, cet espace-là est moins connu des entreprises parce que forcément, on est très peu concerné, sauf des cas très spécifiques de rang 2 de marché public. Mais sinon, cette deuxième étape, elle ne concerne que les entreprises publiques et l'État et les collectivités locales. Mais ils ont ce rôle qui deviendra commun à tout le monde, d'aller chercher les factures sur ce portail pour les rapatrier dans leurs outils de gestion interne. Et donc là, ce qu'on voit dans le schéma de demain, de 2023, c'est qu'on déposera les factures et on ira aussi chercher les factures pour lesquelles on est destinataire, puisqu'il y a le côté fournisseur et le côté client qui seront sur ce portail général d'information. D'accord. Autre point de précision, Vincent. Donc, on voit effectivement que dans le schéma en Y, les plateformes peuvent échanger, donc les plateformes privées peuvent échanger entre elles, ce qui n'est donc pas le cas dans le schéma en V. Donc, c'est clairement la grande différence entre les deux, c'est ce que vous disiez, à savoir qu'à ce moment-là, effectivement, les privés peuvent échanger directement les flux de facturation. Oui, c'est la grande différence et même la seule différence entre ces deux schémas. On en parle beaucoup parce que les prestataires de facturation sont évidemment aux avant-postes de la réforme de 2023 et eux, ça va les impacter très fortement. Donc ils communiquent beaucoup sur ces deux schémas possibles. En réalité, pour l'utilisateur, c'est à peu près transparent. Si vous avez choisi d'avoir un prestataire
qui va gérer pour vous l'envoi et la réception des factures qui vous concernent, eh bien, c'est lui qui va avoir à faire un choix entre je dois tout envoyer sur la plateforme publique centrale ou je peux envoyer au destinataire et puis en même temps envoyer une copie sur la plateforme centrale. Donc pour l'utilisateur, c'est à peu près transparent. Et puis le cas horizontal où on voit les cas CED, c'est-à-dire les cas où vous travaillerez directement avec la plateforme centrale, en fait, ça concernera essentiellement les grandes entreprises parce qu'il faut avoir la puissance d'aller s'appuyer sur la plateforme centrale. L'essentiel des entreprises n'ont pas cette capacité et donc demanderont à un prestataire privé. Donc, vous demanderez probablement et vous passerez un contrat avec un prestataire privé pour vous gérer la mise en forme, le dépôt, le contrôle que le dépôt se fait bien sur la plateforme centrale. Et donc, s'il faut l'envoyer au destinataire, ils le géreront aussi pour vous. D'accord, très bien. Alors écoutez, on va pouvoir maintenant discuter des objectifs, puisque forcément la DGFiP, à travers ce rapport et ces schémas, a fixé des objectifs précis. Alors quels sont-ils? Alors oui, les 3 grands objectifs suivis pour atteindre ce projet, pour que ce projet ait pu être lancé. Le premier, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Ça, c'est un sujet qui est lancé depuis très longtemps. Le fisc avance progressivement. On a eu des gains là-dessus. La fraude a baissé, mais elle est encore évaluée à 15-20 milliards d'euros par an, ce qui est énorme juste pour l'État français. Et donc, le fait de centraliser les factures, d'avoir la main sur l'ensemble de ce qui justifie des TVA collectées déductibles, c'est un bon moyen de lutter contre la fraude. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 du point de vue du fisc. Le deuxième objectif, c'est réduire les coûts de facturation. On a des factures, quand elles sont en version papier ou en version image, qui revient à peu près au même, la facture coûte une vingtaine, 22 euros, ça dépend des études. L'unité, ce qui est énorme, c'est gigantesque. Ce sont des frais qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et donc, pour essayer de réduire ces coûts, la digitalisation est un moyen très efficace. On sait qu'on diminue de moitié, voire des 3/4 le coût de ces factures. Et donc, ça, c'est un gain qui peut être estimé autour de 20 milliards d'euros pour les entreprises. Et puis, le troisième objectif, c'est la lutte contre les retards de paiement. Donc là, on est plutôt sur des transferts de cash entre les grandes et les moyennes et petites entreprises. On estime qu'il y a 26 milliards d'euros à peu près qui sont en retard de paiement, dont l'essentiel, 19 milliards sur les PME et TPE. Et la réception des factures par l'organisme central donnera une force de frappe à l'autorité de la concurrence pour être présente là où il le faut, et puis de façon très proactive. Pas attendre qu'il y ait un retour d'information qui lui parvienne et qu'elle déclenche une enquête. Là, elle pourra avoir l'information de façon directe. Et puis, associé à ça, pour voir les délais de paiement, puisque avec les factures, on a justement le point de démarrage du délai, mais pas le délai effectif qui s'est réalisé, eh bien, il est prévu dans ce projet d'envoyer en plus des factures un fichier qui s'appelle le fichier des paiements émis. Donc, en croisant la date des paiements émis et la date des factures qui lui correspondent, eh bien, on a le calcul des délais de paiement et donc des retards de paiement. Au-delà de ça, il y a un troisième fichier qui est demandé par le fisc. Eh bien, c'est l'ensemble des factures qui sont émises et qui ne sont pas concernées par le dépôt de facture. Donc ça, c'est les factures qui sont par exemple sans TVA, qui sont envoyées à l'export, qui sont envoyées dans l'Union européenne avec les règles de TVA spécifiques de l'Union européenne, les factures avec une TVA étrangère, donc on en a un certain nombre en fonction de la façon dont on travaille et le lieu où l'on travaille. Essentiellement, les prestations intra-européennes sont concernées par ce schéma-là. Et puis, les factures qui, du point de vue fiscal, ne sont pas des factures, puisqu'elles ne sont pas nécessaires, même si par ailleurs, elles peuvent être exigées pour d'autres raisons, qui sont les factures vis-à-vis des particuliers. Donc, pour couvrir ce manquant, pour avoir une vision de la totalité du chiffre d'affaires des entreprises, eh bien, il faudra les décrire, les lister et les envoyer dans un troisième fichier d'information à la plateforme centrale. Donc voilà les trois objectifs. Effectivement, j'ai noté un petit peu tous les avantages. Donc, la dimension environnementale, vous en avez parlé tout à l'heure, la sécurisation en termes de transmission, la réduction des coûts et la couverture du risque. Donc, ça fait quand même effectivement bon nombre de volets qui vont pouvoir être améliorés grâce à ce projet de facturation électronique. C'est tout à fait ça. Ça fait 3 grands volets et le grand objectif qui est caché derrière, et finalement qui
qui est massif, c'est de renforcer la compétitivité des entreprises françaises. C'est ça que l'on devrait aboutir. Alors, on va avoir une petite difficulté pendant quelques années parce qu'il va falloir s'adapter. Mais une fois que ça sera fait, ça sera un gain global pour l'ensemble des acteurs. En termes de moyens qu'une entreprise devra mettre en œuvre, on peut considérer que ce sont des moyens considérables pour toutes les entreprises, ou est-ce que clairement ça peut être assez facilement assimilé dans l'entreprise, quelle que soit finalement sa structure ou sa typologie? Pour les entreprises qui ont déjà pris l'habitude finalement de déposer leurs factures sur le portail Chorus Pro, par exemple, parce qu'elles ont une partie client public, l'évolution sera beaucoup moins importante que pour celles qui continuent à envoyer des factures papier. Alors, il y en a de moins en moins, mais on en a tous au moins une partie de facturation papier. Donc, sur ces sujets-là, ça sera plus compliqué. C'est quand même un projet important. C'est-à-dire que même si on faisait déjà des opérations actuellement, il faudra probablement compléter les factures par des nouveaux champs qui sont attendus. Et puis, il y aura 2 fichiers complémentaires, le fichier d'e-reporting dont je parlais tout à l'heure et le fichier des paiements émis. Donc, ça va demander une énergie importante qui va être dépendant du volume de factures et puis de la façon dont on choisit de fonctionner en direct. Donc là, il faudra mettre sur le pied de guerre son IT. Et puis en indirect via un prestataire où là, on va déléguer beaucoup. Et donc, ça sera moins chronophage sur les équipes en place. Très bien. Alors, nous allons donc maintenant finalement évoquer ce qu'il faut retenir de ce projet Horizon 2023. Alors, le premier point à retenir, c'est que c'est Horizon 2023. Et 2023, c'est demain, c'est dans 18 mois. Donc, on est sur un délai très court, un échéancier de mise en production qui est très court. Et il est très court pour tout le monde. C'est le deuxième point, c'est que finalement, on n'aura pas des étapes qui vont concerner des blocs d'entreprises répartis sur 3 ans. De toute façon, 1er janvier 2023, il faut qu'on soit capable de recevoir les factures en format digital. Tous, quelle que soit notre taille. Donc, ça veut dire qu'à 18 mois, il faudra déjà être capable de faire ça. En même temps, les grandes entreprises, elles devront être capables d'émettre en format digital. Les moyennes entreprises, ça sera 1 an plus tard. Et les PME et petites entreprises, ça sera 1 an plus tard encore, donc sur 2 ans de plus. Et ça sera uniquement pour l'émission. Donc, quelque part, le deuxième sujet, c'est ça, c'est qu'il y a un échéancier, mais on est quand même tous concernés par un délai rapide pour aller chercher ces factures sur ce portail central ou via les partenaires qui les mettront à disposition. D'accord. On va retenir un délai assez court, beaucoup d'énergie à mettre, mais pour un résultat qui devrait être à la hauteur en termes d'efficacité. Il y a juste peut-être un point qu'on peut également aborder, c'est la facilitation au niveau de l'archivage. Les conditions ne changent pas, en tout cas à ce jour, il n'y a pas, en termes de délai notamment, il n'y a rien qui a été annoncé. Alors effectivement, là on a dit les changements, mais c'est vrai qu'il y en a un qui ne change pas, c'est l'archivage. En fait, sur l'archivage, si on est déjà en place côté réglementaire, eh bien cette réforme ne porte pas de changement sur cette thématique-là. On peut entrevoir une facilitation, j'imagine, du fait de la dématérialisation pour autant. Alors par contre, oui, comme on sera en digital 100%, eh bien l'archivage il sera aussi 100% digital. Donc on n'aura plus qu'une seule solution d'archive, alors qu'aujourd'hui on peut en maintenir plusieurs. Plutôt une simplification en ce sens, effectivement, Nicolas. Très bien. Parfait, merci beaucoup Vincent. Alors pour conclure les solutions que nous pouvons vous proposer, nous avons donc plusieurs formations. Première formation, la facture zéro papier, qu'on a déclinée sous format demi-journée. Alors la première demi-journée, qui aura lieu d'ailleurs la matinée du 23 septembre 2021, abordera les différents formats de factures zéro papier, que ce soit la facture PDF jusqu'à celles qui peuvent être sous format, en forme EDI ou bien encore certifiée. Et pour autant, ensuite, on pourra poursuivre, compléter avec Horizon 2023 la conduite des projets et ce qui pourrait ou ce qui pourra se mettre en place de façon très concrète et opérationnelle dans les entreprises. Peut-être Vincent, un point de précision par rapport à cela? Oui, c'est détailler un petit peu ce qui est prévu dans ce rapport, quels sont les impacts sur les services financiers ou les services commerciaux, les administrations des ventes, et puis un petit peu
organiser le travail qui sera à faire dans les mois à venir sur l'année 2022. Donc, une bonne façon le matin d'appréhender le cadre réglementaire des différents formats dématérialisés que l'on peut mettre en place à ce jour. Et ensuite, une perspective 2023 qui sera abordée. Deuxième formation, la formation piste d'audit fiable, puisque on l'a évoqué durant cet entretien, mais aujourd'hui, la piste d'audit fiable est obligatoire dans toutes les entreprises. Et donc, Vincent, sur cette formation, vous abordez vraiment la thématique de façon très, très concrète, très opérationnelle. Oui, alors on est effectivement pas sur une formation de pur droit, même si on s'appuie sur un contexte réglementaire, évidemment, mais c'est une formation qu'on pourrait qualifier de pratico-pratique pour prendre un mot qu'on entend souvent, une expression qu'on entend souvent, c'est qu'est-ce qui est attendu en fait par les contrôleurs, qu'est-ce qu'on veut décrire et comment on peut le faire au mieux dans le cadre de son entreprise, puisqu'on a une grande liberté, hein, c'est une réglementation qui est très libre. On n'avait pas l'habitude de ça et comme elle est spécifique, elle inquiète. Donc voilà, comment se rassurer, comment mettre en place ce projet dans son entreprise si ça n'a pas été fait, ou comment l'ajuster lorsque ça a été fait de façon un peu rapide il y a quelques années, juste pour ouvrir le chantier. Mais maintenant, il faut l'ajuster de plus en plus, sachant que les contrôles arrivent maintenant. C'est une piste d'audit fiable, c'est 2013. En réalité, pendant près de 5 ans, on n'en a quasiment pas entendu parler. Mais depuis 2019, on sent que les demandes et les contrôles sont de plus en plus précis, de plus en plus consciencieux. Ça nous oblige, nous, à avoir des pistes bien rédigées sur notre cycle order to cash. Alors souvent, la question qui nous est posée, c'est en termes de formalisme. Une piste d'audit fiable, finalement, ça ressemble à quoi? Et est-ce qu'un modèle est transmis le jour de la formation? Alors oui, pour aider, alors c'est pas vraiment un modèle, on va dire que ça liste un petit peu les différents sujets à prendre, un petit peu l'ordre des sujets, quels sont ceux qui sont les sujets majeurs, et puis chacun pourra piocher dans ses idées de thèmes pour compléter, aborder ou traiter sa piste d'audit dans son Très bien. entreprise. Et alors, la dernier format, la dernière formation, c'est plutôt d'ailleurs un format, c'est le format intra sur mesure, puisqu'on peut également donc intervenir au sein des entreprises. Et donc à ce moment-là, effectivement, d'être vraiment sur l'adaptabilité de la mise en œuvre, de la mise en pratique avec l'ensemble des équipes de façon transverse pour mettre en œuvre le projet de dématérialisation des factures. Oui, c'est ça, c'est quand on est en format intra, l'intérêt, c'est éventuellement d'utiliser la formation comme un moyen de motivation pour que les différentes équipes de l'entreprise travaillent ensemble. On sait que ce n'est pas évident quand on a des métiers différents, donc des langages différents, de pouvoir communiquer par le biais de cette formation chez vous. Eh bien, c'est un moyen de faciliter cette ouverture du projet de la facture et que chacun des acteurs puisse interagir avec les autres. Très bien. Merci beaucoup Vincent pour cet éclairage. Merci Nicolas. On se retrouve très bientôt. Vous n'hésitez évidemment pas à consulter notre site internet où toutes les informations, vous les retrouverez, que ce soit sur les formations ou sur l'actualité réglementaire, et puis notre catalogue de 2021 qui est également à votre disposition. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.